Vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce dimanche 29 octobre. Le Conseil de sécurité de l'ONU renouvellera dès demain le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental pour une année supplémentaire. La cause palestinienne au cœur des manifestations au Maroc. Des milliers de personnes se sont rassemblées ce dimanche dans l'ensemble du territoire, dénonçant les crimes commis à Gaza par le régime d'occupation sioniste. Et puis 4 personnes ont été tuées, une dizaine d'autres blessées lors d'affrontements entre groupes armés ce dimanche à Rarienne, dans le nord-ouest de la Libye. Et enfin, finale de la Coupe du Monde de rugby, les Sud-Africains remportent leur 4e titre mondial. Bonsoir à toutes et à tous. Et avant de développer ces titres, le président algérien a effectué ce dimanche une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Djelfa, durant laquelle il a procédé à l'inauguration et à l'inspection de plusieurs projets de développement d'envergure. Parmi ces projets, le centre anti-cancer réalisé en juillet dernier, avant le délai fixé au mois de mars 2024. Toujours depuis la wilaya de Djelfa, le président Tebboune a procédé à l'inauguration de la gare ferroviaire au chef-lieu de la wilaya, s'inscrivant dans le cadre du projet de la ligne ferroviaire Bourazoul-Larwat. Abdelmajid Tebboune a également donné le coup d'envoi de l'opération de boisement de près de 4000 hectares au titre du projet de relance du barrage vert. On en parlait en titre, le Conseil de sécurité de l'ONU votera à partir de lundi un projet de résolution renouvelant le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental pour une année supplémentaire jusqu'au 31 octobre 2024. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Mahbès, selon un nouveau communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Ils étaient des milliers à battre le pavé ce dimanche à l'appel du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation. Plusieurs rassemblements et manifestations ont eu lieu dans des villes dénonçant les crimes commis à Gaza par le régime d'occupation contre le peuple palestinien au Maroc. Sofiane Baroudi. Plusieurs villes marocaines ont été marquées par de grands rassemblements et des manifestations populaires en solidarité avec le peuple palestinien et en dénonciation des opérations génocidaires perpétrées par le régime d'occupation sioniste, particulièrement contre la bande de Gaza assiégée. Des dizaines de milliers de Marocaines et de Marocains ont répondu à l'appel du Front de lutte contre la normalisation et d'autres organisations afin de faire irruption dans l'espace public, revendiquant la rupture des accords de normalisation et des autres pactes sécuritaires et militaires passés par la monarchie marocaine avec l'entité sioniste. Pour rappel, Rabat a vu défiler plusieurs hauts responsables sionistes et a normalisé ses relations dans le sillage des très controversés accords dits d'Abraham au détriment de la cause palestinienne. Les manifestations populaires de grande ampleur qui traversent les villes marocaines démontrent le rejet catégorique de ces accords et témoignent de l'attachement à la cause palestinienne ainsi que de la colère immense provoquée par la multiplication des exactions et des violations du droit international humanitaire à ciel ouvert menées par le régime d'occupation contre le peuple palestinien résistant.
Les mobilisations populaires en solidarité avec le peuple palestinien dénonçant les crimes sans précédent perpétrés par le régime colonial contre les populations civiles se multiplient partout dans le monde. Les opérations génocidaires provoquent un émoi profond et une indignation internationale. Les manifestations et les actions citoyennes de grande ampleur s'enchaînent, particulièrement dans le monde arabe et musulman. Le Front marocain contre la normalisation appelle à la rupture des relations avec le régime d'occupation sioniste et à la défense des droits fondamentaux du peuple palestinien. Les manifestations populaires risquent de s'intensifier à la lumière de la grande citoyenne, mais surtout en réaction face à l'opération de guerre totale sans précédent lancée contre la bande de Gaza assiégée, ainsi qu'aux éléments liés au risque élevé d'ouverture de nouveaux fronts dans la région qui vit plus que jamais sous le poids de la menace d'un conflit de haute intensité. Et je vous le disais en titre, 4 personnes ont été tuées, une dizaine d'autres blessées lors d'affrontements entre groupes armés ce dimanche à Ralien, dans le nord-ouest de la Libye. Selon une source de l'AFP, les combats se poursuivent, mais par intermittence dans différents secteurs, forçant les autorités à fermer les accès à la ville pour protéger la vie des passants et des voyageurs. Et dans le reste de l'actualité africaine, le Ghana a reçu samedi 105 véhicules blindés de l'Union européenne pour accroître sa lutte contre les menaces terroristes. Selon le chef de la diplomatie de l'UE, les véhicules devraient être complétés par des équipements de surveillance aérienne et des systèmes de guerre électronique. Joseph Borrell s'est d'ailleurs entretenu avec le président ghanéen Nana Akufo-Addo à Accra. Diplomatie, après son passage à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron, le président sénégalais Macky Sall a rendu brièvement visite samedi à son homologue ivoirien Alassane Ouattara à Abidjan. Au terme de leur entretien, les deux hommes se sont fendus d'une courte déclaration commune pour se féliciter des bonnes relations entre les deux pays dans un contexte d'instabilité sous-régionale. Et puis au Congo, les participants au sommet consacré aux 3 grands bassins forestiers tropicaux mondiaux se sont engagés samedi à une plus grande collaboration internationale pour protéger la forêt. Dans une déclaration publiée à la fin du sommet, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à reconnaître l'unité d'une coopération renforcée. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a à cette occasion appelé à la solidarité internationale pour la préservation des forêts tropicales mondiales. On les surnomme les bulldozers des océans. Ils menacent depuis longtemps la pêche artisanale au Sénégal. Un rapport de la Fondation pour la justice environnementale dénonce les chalutiers de fond, principalement étrangers, dont les énormes filets captent l'essentiel du poisson disponible. Dans son enquête, l'ONG britannique décrit des pratiques de pêche destructrices de l'environnement qui amputent fortement les revenus des artisans pêcheurs sénégalais et les poussent de plus en plus à l'exil, estimant que plus de 79% des artisans pêcheurs interrogés peinent à nourrir leur famille et 77% d'entre eux ont vu leurs ressources chuter ces 5 dernières années. Et on passe au sport. Les Sud-Africains, champions du monde, ils ont battu hier soir les All Blacks en finale de la Coupe du monde de rugby 12-11. Les Springboks remportent ainsi leur 4e titre mondial. Retour sur cette rencontre avec Faisal Salah. Le réveil commence comme un autre rêve en Afrique du Sud. Le rêve est une réalité. Les Springboks sont de nouveaux champions du monde. La une des journaux a été déjà réservée aux Springboks qui ont réalisé une performance époustouflante. Lors de la finale de la Coupe du monde du rugby, une victoire de 12-11 dans le chaudron de Stade de France face à la Nouvelle-Zélande, une finale dramatique face aux rivaux, les All Blacks. Notre objectif était de commencer selon nos plans. Il fallait aussi tout donner. Et je pense que c'est ce que tout le monde a fait aujourd'hui. Ils ont tout appliqué. Il fallait être aussi le plus productif possible, le plus longtemps que possible sur le terrain. Après leur sacre en 2019 à Yokohama, les Sud-Africains rêvaient d'un 2e titre consécutif. Lors de la 10e édition de la Coupe du monde France 2023. Une mission qui semblait difficile après un tirage au sort déséquilibré. Qualifié en quart de finale étant 2e du groupe, a semé le doute et a rendu le rêve difficile. Mais le destin réservé aux Springboks, la gloire, le miracle d'un seul point. Né Nibert a été exceptionnel, sa stratégie a marché.
Victoire face à la France, pays hôte 29-28 au quart, une victoire face aux Anglais 16-15 en demi et une victoire historique face aux All Blacks 12-11 lors de la finale. Oh, ça veut dire tout. Les regarder du début à la fin, des trucs mordants. Nous avons toujours été derrière les garçons et nous sommes si heureux pour les garçons. C'est un honneur et un privilège incroyable de jouer avec cette équipe et de nous donner cette opportunité. Oui, ces 3 derniers matchs ont été assez difficiles. Le capitaine néo-zélandais Sam Cane a été expulsé après la demi-heure de jeu. Henry Pollard a été exceptionnel. Le Sud-Africain a converti ses pénaltys avec succès. Les Springboks ont été solidaires, coréens. Ils ont réussi à défendre leur avantage. Soulagement est probablement le premier mot qui me vient à l'esprit. Un soulagement pour nos fans, un soulagement pour ce groupe spécial, composé de joueurs talentueux. Nous avons toujours pensé que nous ne pouvions pas tout gâcher, car à partir de 2018, nous pensions que nous avions la capacité de remporter la Coupe du Monde 2023. Samedi soir, les fans des Springboks ont célébré leur sacre, le 2e titre consécutif, le 4e de leur histoire. La nation africaine est la plus titrée de la compétition. Cette génération des Springboks est la meilleure de tous les temps. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra en Côte d'Ivoire à partir du 13 janvier 2024. À un peu plus de 2 mois du début du tournoi, si certains travaux sont bien avancés, d'autres ont pris un peu de retard. Le pays sera-t-il prêt à accueillir le plus grand événement sportif du continent? Élément de réponse avec Sid Ahmed Radiz. À un peu plus de 2 mois du début de la 34e édition de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, prévue du 13 janvier au 11 février 2024. La deuxième que le pays organisera après celle de 1984, les autorités sportives ivoiriennes et de la CAF se veulent rassurants sur l'état d'avancement de l'organisation de cet événement continental. Le pays se dit prêt à accueillir la plus belle CAN de l'histoire. Les Ivoiriens ont déjà le regard tourné vers la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après que les 6 groupes aient été constitués lors du tirage au sort qui a eu lieu le 12 octobre à Abidjan. Les Ivoiriens ont le regard tourné vers la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après que les 6 groupes aient été constitués lors du tirage au sort qui a eu lieu à Abidjan le 12 octobre dernier et qui nous promet de belles affiches. Sur les 6 stades qui doivent accueillir la compétition, 3 sont prêts. Celui d'Ebimpe, en banlieue d'Abidjan, d'une capacité de 60 000 places. Celui de Bouaké, qui a été rénové pour passer à 40 000 places. Et enfin, celui de Yamoussoukro, le plus petit de la compétition, avec ses 20 000 places. La construction du stade de San Pedro et celui de Korogo et la rénovation du stade historique Félix Houphouët-Boigny au cœur d'Abidjan ne sont pas encore achevés. Le pays devra aussi répondre à la problématique d'hébergement, au-delà des installations hôtelières existantes ou nouvellement créées. Des cités cannes de 32 villas de 5 pièces chacune vont être érigées dans les différentes villes. Il sera aussi question de transport, comme le désengrangement de la route qui va d'Abidjan à Bimpe, où aura lieu le match d'ouverture et la finale. Le défi est immense si l'ambition est de faire de cette édition de la CAN la plus belle de l'histoire. La Côte d'Ivoire a encore quelques petits détails à corriger d'ici au 13 janvier, date de la cérémonie d'ouverture. Et avant de se quitter, un peu de 7e art, The Black Book, thriller d'action nigérian, produit par Editi Effiong, bat des records d'audience sur la plateforme Netflix. Le film raconte l'histoire d'un homme d'église dont le fils est accusé à tort d'enlèvement. Et pour obtenir justice, il se lance dans une croisette contre des policiers corrompus. Et tout juste un mois après sa sortie, le film se classe parmi les 10 meilleurs titres visionnés dans 69 pays. Un succès qui traduit la montée en puissance internationale de Nollywood. You're the father of a dangerous criminal. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al 24 News. À demain.